l'émission 100% cinéphilie sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Moviegoer, l'émission 100% cinéphilie, votre mensuel d'actualité cinéma, un vendredi sur 4 à 19h et rediffusé le lundi à 13h sur Radio Campus Paris. Avec toute une fine équipe de chroniqueurs, on vous propose de décortiquer le cinéma et plus encore en le connectant avec les autres arts. Quelques recommandations pour votre agenda culturel et surtout une bonne dose de savoir pour cette 7e émission en direct qui sent le changement d'heure. Au programme ce soir, Victor a le bonheur de recevoir Valérie Carnoy qui signe son nouveau film La Danse des Renards, présenté à la dernière quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes avec Samuel Kircher et Jean-Baptiste Durand. Marie en mode reco humour avec Super Bourré de Bastien Millot. Ça va parler d'été, de Parcoursup et de campagne et de désir d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu ce dont on a un peu besoin en ce moment avec ce beau temps, à part Parcoursup quand même. Las Corrientes ou Quand l'eau devient une phobie, le nouveau film de Dulac Distribution de Milagros Montelar sera au cœur de notre carte blanche du mois. En musique et en histoire, Paul revient sur Derrière les drapeaux, le soleil, un des rares films à évoquer une des plus longues dictatures, celle de Stroessner au Paraguay, un documentaire en salle mercredi prochain le 25 mars, tandis qu'Alias sera de retour pour The Worms Wear Fashion avec ce mois-ci The Drama de Christopher Borgli, le film très attendu avec Zendaya et Robert Pattinson en salle le 1er avril. Une analyse de la promo du film sulfureuse et tout en tension. Sachez qu'à la fin, vous saurez tout sur le ciné, mais d'abord, il est l'heure des actus ciné de Paul Pinot. It's Channel 4 News at 6 o'clock. Prêt, Paul ? Évidemment, Dorian. 3, 2, 1 et coup de projecteur. Après avoir conquis le cœur de tous les cinéphiles du MK de Beaubourg avec La Chimère, Alice Rohrwacher s'apprête à tourner en avril son prochain long métrage Three Incestuous Sisters, porté par un gros casting anglophone. Dakota Johnson, Charles Ronan, Jessie Buckley et Josh O'Connor. Adapté du roman du même nom sorti en 2005, le film suivra la rivalité entre trois sœurs cherchant à séduire le même homme, à savoir Josh O'Connor. Pour celles et ceux qui cherchaient peut-être à intégrer le casting par amour de l'art, ça sert à rien, j'ai déjà regardé, les places sont toutes prises. L'Italie perd Rohrwacher mais gagne en contrepartie Sean Baker. Ça sonne comme une menace, surtout quand ce dernier annonce vouloir rendre hommage avec son projet, qui se tourne cette année, aux comédies érotiques italiennes des années 60 et 70. Un projet attendu, donc, qui permettra peut-être de confirmer la théorie amorcée par Keshish ou les Safdie. Les cinéastes post-Cassavetes sont-ils vraiment tous misogynes ? Après plusieurs années de développement, la production de Sauvagerie, une adaptation du roman Haute Guerre, la guerre de Canudos par Miguel Gomez, est en cours. Le projet relate la guerre de 1897 entre l'armée de la jeune République brésilienne et les habitants de Canudos. En 2014, le cinéaste portugais confie à The Film Stage que le film serait un film difficile à faire, nécessitant beaucoup de construction pour recréer un village endommagé par la guerre. Côté France, pâté et fromage, Bertrand Bonello prépare son prochain film Santo Subito, un thriller spirituel porté par Mark Ruffalo et Charlotte Rampling. Le film suivra le père Joseph Murolo, un prêtre américain envoyé au Vatican pour enquêter après la mort de Jean-Paul II en 2005. Le scénario est coécrit par Bonello et Thomas Bidguin, ayant déjà collaboré sur Saint-Laurent, et le tournage a débuté le 9 mars dernier. Et pour finir à Hollywood, alors qu'on arrêtait enfin, Dieu merci, de nous parler d'une bataille après l'autre, voilà qu'une idée alléchante, sentez le sarcasme dans ma voix, se fait entendre. Un potentiel spin-off, c'est en tout cas ce qu'évoque Teyana Taylor, l'actrice qui donne ses traits à Perfidia, révélant à IndieWire qu'elle pousse activement PTA à développer une suite centrée sur son personnage. Entre nous, pas sûr que l'idée aille plus loin que ça, mais si c'est le cas, ça nous permettra peut-être de confirmer une théorie. Les cinéastes post-Robert Altman sont-ils vraiment tous misogynes ? Merci Paul, et je suis assez choqué de voir que tu n'as même pas mentionné l'information qui me semble la plus importante, que James Wan reprend la franchise Saw pour le 11e volet en voulant revenir apparemment plutôt à la peur qu'au gore. Rien à voir, mais le réalisateur belge qui est passé par le cours avec Titan, Valérie Carnoy, a foulé le Festival de Cannes, en particulier la quinzaine des cinéastes avec La Danse des Renards, Samuel Kircher en blessé sportif dans le milieu de la boxe, le réalisateur est l'invité de Victor Lepezan. Drama is life, with the dull bits cut out. Il y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux ? Ouais. T'es sûr ? Alors, ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Batte-moi ça. 40 mètres carrés, à Paname. Moi là, je peux avoir ça là. Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Je te le dis, moi, ta réussite, c'est ma réussite, gros. C'est nous deux, frère. Bonjour Valérie Carnoy, merci de nous accorder cet entretien à l'occasion de la sortie de votre film La Danse des Renards. Donc pour qui en ignorerait tout, est-ce que vous pourriez nous décrire l'histoire, l'univers de ce film qui est La Danse des Renards ? Alors La Danse des Renards, c'est un film qui se passe dans un internat sportif. On suit un jeune héros qui s'appelle Camille
et qui est extrêmement talentueux et qui va avoir soudainement des douleurs un peu invisibles, un peu psychosomatiques et qui vont remettre en question ses rêves, en tout cas de grandeur. C'est un film très très nerveux, c'est un film de groupe, c'est très rythmé, ça mélange l'action et le film, et en tout cas les dénouements très psychologiques et introspectifs. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet univers, ce contexte d'un centre de formation en sport-études et en particulier la boxe tailleur? Déjà, j'étais en internat de sport, donc c'est un univers que je connais, c'est une pression que je connais, puis je connais cet univers qui est aussi un milieu très viriliste, donc je trouvais intéressant justement de l'amener comme arène de mon film. Et par rapport à la boxe anglaise, pourquoi j'ai eu envie de parler de boxe? C'est parce que j'aime les paradoxes et je voulais que mon héros il soit habitué à souffrir. Et en même temps, dès le moment où il va souffrir de douleurs psychosomatiques et qu'il ne va pas comprendre l'origine de sa douleur, il ne va plus supporter la douleur. Je trouvais qu'il y avait un paradoxe très intéressant et donc la boxe me semblait le sport le plus approprié. Et d'ailleurs, vous parlez du fait que vous avez vous-même été en centre de formation et que donc ça part d'une expérience personnelle. Est-ce que donc c'est parti aussi d'une forme de documentation ou alors vous avez recomposé tout ça à partir de vos souvenirs plutôt? C'est une bonne question. Donc, j'ai évidemment énormément utilisé mon expérience personnelle, mes souvenirs, bien que la réalité est toujours beaucoup plus violente que la fiction. En tout cas, moi, j'ai dû un peu modérer cette réalité, parce que j'avais quand même envie d'amener de la poésie et de la tendresse dans le film. C'était hyper important pour contrebalancer la violence. Maintenant, je me suis évidemment documenté aussi, parce que voilà, j'étais en internat il y a 20 ans. Et évidemment, les choses changent, les mentalités changent, donc c'était important pour moi de connaître un peu les nouveaux contextes. En tout cas, dans tout ce qui est le soutien psychologique. Et le film établit effectivement un rapport naissant à la masculinité, ou en tout cas conflictuel, quoi. Mais on sent qu'il y a aussi une dimension sociale à cette histoire, avec deux personnages qui n'ont pas exactement les mêmes chances de réussite. Est-ce que vous pouvez parler un peu de comment ces deux dimensions dialoguent entre elles? Évidemment, j'avais envie de parler de déterminisme, parce que c'est quelque chose que j'ai très fort connu étant jeune. Évidemment qu'on ne démarre pas tous avec les mêmes chances. Et dans le film, évidemment, il y a deux personnages, sont deux meilleurs amis, qui ont un rêve commun, bien qu'il y en a un qui s'attend un peu à ce que l'autre réussisse pour réussir avec lui. Puis d'un coup, ses destinées vont se déchirer, et ces deux personnages vont emprunter deux chemins complètement différents. J'ai pas envie de trop dévoiler dans le film, mais ça me semblait hyper important de parler de ce déterminisme social dans ce genre de film et à ce niveau-là. Un des personnages du film, c'est aussi ce lieu, cet internat. Je me demandais comment vous en étiez venu à filmer ce lieu-là. Le lieu, évidemment, du film, il est hyper important parce que c'est un peu une sorte de huis clos. C'est un bâtiment qui existe, en tout cas qui est en Belgique, proche des Ardennes, qui est un très vieil internat où on y fait du sport, principalement du rugby. Il est très suranné, on avait besoin comme ça, en tout cas, on a décidé avec le chef opérateur Arnaud Guez et la directrice de la décoration Yasmina Chavan, on voulait quelque chose qui est évidemment énormément vécu, qui soit hyper patiné. Il n'y avait pas cette envie que ça soit une école de luxe, il y avait cette envie qu'on soit dans une école qui n'est pas spécialement l'endroit où les meilleurs sont, mais quel endroit que Camille a choisi, donc le héros du film, il l'a choisi parce que c'est l'endroit où Matteo, son ami, a été aussi accepté, c'est l'endroit où ils vont être, mais on est loin du luxe, et donc peut-être on a plus envie d'aller vers la forêt, et il fallait aussi que cet internat soit perdu au milieu de la forêt, ce qui n'est pas si facile à trouver. Et justement, ça me permet de rebondir sur ce que je trouve être une des grandes forces du film, c'est sa capacité à mettre en place une relation entre ces deux garçons, entre autres, mais toujours par des petites choses qui symbolisent le tout, et notamment le silence qui est assez omniprésent, on le voit notamment à la fin. Bon, déjà, la première base de ce film, c'était de créer une amitié fusionnelle. Souvent, dans l'adolescence, on est dans la fusion. Et donc, les premières scènes du film, les plus nerveuses, les plus rythmées, elles sont là pour montrer un grand amour entre ces deux jeunes. Et puis d'un coup, un des personnages, en tout cas des protagonistes, Matteo, va être déçu de ce qui arrive à Camille, va être déçu de comment il réagit par rapport à son accident, par rapport à cette douleur qu'il ne comprend pas. Et cette déception, c'est aussi une perte des attentes, parce que Matteo a énormément d'attentes. Et c'est un peu ineffable ce qui va se passer entre les deux. Donc c'est complexe
pour eux deux d'expliquer ce qui les déçoive l'un chez l'autre. Parce que l'un est déçu parce que l'autre n'est plus le boxeur qu'il était, il n'a plus les rêves d'avant, et l'autre est déçu parce qu'il voit son amitié se détruire pour une raison de réputation. Et donc dès le moment où cette amitié va se diliter, il n'y a plus vraiment de mots, et là c'était hyper important que ça soit par des regards, des grands regards de déception. Je pense que c'est la plus belle manière de communiquer sa déception, c'est par le silence et par un regard qui peut être très intense, très profond. Et donc il y avait vraiment une volonté dans la mise en scène de travailler ces regards. Et avec Faisal Anaflous, qui n'est pas un comédien, on a beaucoup bossé, donc on a regardé beaucoup de films, on a vraiment essayé de trouver des positions, parce que c'est un garçon assez solaire, assez joyeux, donc de trouver des expressions qui allaient nous permettre de comprendre, et je le redis, sa déception, ou son mécontentement en tout cas. À tout à l'heure, Victor, pour la deuxième partie de l'entretien avec Valérie Carnoy. Dans une semaine, place à l'heure d'été, un moment que l'on attend tous, en particulier l'arrivée de l'été, un avant-goût pour se mettre avec humour dans l'ambiance. Super bourré avec Vincent Moscato, qui est disponible sur Netflix. Fais nourrir Marie ce mois-ci. J'ai enfin Netflix, donc j'ai pu revoir un film français sorti en 2023, Super bourré, de Bastien Milot. Le titre vous dit quelque chose ? Oui, à moi aussi. Super bourré, c'est un peu la version française de Super grave de Greg Motola, mais en beaucoup plus drôle. Sam et Janus habitent dans une campagne paumée du sud-ouest, entre des champs et d'autres champs. C'est la fin d'année scolaire, le dernier jour du lycée, et ce soir, c'est soirée murge. L'un de leurs camarades organise une fête et leur a demandé de ramener de l'alcool. Les voilà donc partis pour une après-midi sous le soleil occitan. Galère après galère, ils vont tout faire pour ramener de quoi se la mettre à l'envers, comme ils disent. Car dans leur village, l'alcool, c'est très précieux, trop précieux. Ma blague préférée dans le film, si vous voulez le savoir, c'est quand Sam se plaint en disant que la mère du village, la maman de Janus, ne devrait pas interdire l'alcool, mais tout simplement les platanes. Car c'est dedans que viennent se cracher les ivrognes en voiture. Attendez. Dorian, Parcoursup va bientôt fermer. Tu pourras plus faire de vœux. Tu as fait tes vœux sur Parcoursup, Dorian ? Oui, Marie, j'en ai fait 15. Waouh, c'est énorme ! Oui. Lui, Janus, il les a fait aussi. Et en septembre prochain, il va à la faculté, à Paris. Sauf que Sam, elle le sait pas. Et lui, Janus, il sait que si Sam, elle le sait, elle l'apprend, elle va être triste qu'il parte loin. Vous avez capté ? Super bourré, c'est pas qu'un film drôle qui parle d'alcool. Non, c'est une ode à nos villages, à notre terroir et à notre façon d'être heureux. Les copains, les ânes, le soleil ou la pluie, si t'as grandi en Bretagne comme moi. Alors oui, l'alcool est essentiel dans ce film, et en Bretagne aussi. Oui, le film s'appelle Super bourré. Mais moi, j'y vois un dilemme, que se sont posés des milliers de campagnards. Est-ce une bonne idée de monter à Paris ? Est-ce que je dois forcément quitter mon patelin pour être heureux ? Dans ce film, on est tiraillé entre une Sam qui est obligée de rester dans sa ferme familiale pour cueillir les prunes et un Janus qui rêve d'ailleurs, mais qui a honte de dire qu'il veut quitter son sud natal. Ce film n'est même pas bourré de clichés. Là, oui, à la campagne, on boit beaucoup, car c'est pas forcément facile d'y vivre, et surtout de voir ses amis la quitter. Dans leur village, l'alcool est précieux, comme je le disais. Ça rapproche, ça fait vivre la région, et puis ça rythme leur fin de journée. C'est comme ça ne changera pas. Car à la campagne, rien ne change. Et c'est peut-être pour ça qu'on est si heureux et heureuse d'y retourner pour y voir nos parents. Partir un jour, mais toujours revenir. Et maintenant, on passe à la première continuité musicale de Paul. Oui, merci Marie. Ce mois-ci, j'ai donc décidé de mettre en avant Derrière les drapeaux, le soleil, long métrage documentaire de Juanjo Pereira, sur lequel je reviendrai plus tard à l'antenne. Ce film va nous permettre de plonger dans le Paraguay à travers quelques musiques représentatives du pays. Commençons avec la chanson Trece Tuyuti, l'une des œuvres les plus emblématiques de la musique paraguayenne. Écrite pendant la guerre du Chaco par le poète et soldat Emiliano R. Fernandez et mise en musique par le compositeur César Medina Velázquez, elle rend hommage au courage des soldats paraguayens qui combattirent avec courage contre les forces boliviennes dans le Chaco boréal entre 1932 et 1935. Considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands classiques du répertoire national du pays, Trece Tuyuti occupe une place particulière dans la mémoire collective et dans la tradition de la polka paraguayenne. Je vous laisse entre les mains du chanteur folk Francisco Russo, qui l'a interprété encore en 2019. Natajupi mi mano a la visera jatamboyo ya se maracami Amongara y bonana
Tuyutí. A los purajeitas, regimiento 13, Nanagua de Gloria, Hielo Viejaíte. Haití, Huila y regimiento 7, la muralla viva, Mopuajaré. Los Atamajavite, Salay, Etepe, Peteico, Emero, Ñeñandu, Caro, Jayajangua, Orera, Irepe, pedestal de gloria, Oma, Ejangua. Orea, Bey, Paraguay, Esteba, Soldado, ya éramos Urundeimi. La Ivo, Intero, Yalaba, Seba, Noro y Cotebe, Ñerero, Xixi. Comando y Razabal, Gendive, Brizuela, Mosco y Bebo y Añambaracá. A León, Saqueño y Querecuera, Mayor Caballero, Oreru y Shá. Cazorro de Tigres, Celecero, Vero, Mazora, Irema, Citoyei. Hoy me cuatía, 20 de enero, Peneñón, Gatú, Bembo, Japí. Hoy me va en la cuonera, espérame, orera, no, la el pipejú. Hoy un pijangua, un mibaru, ame regimiento 13, oñe cuambopú. Modelore, pope, tuyo, tionerera, mita y puertala, pino cuete. Huira jaibi, tu oñe su pejeva, orero basa, ojasa, ya ver. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Merci Paul pour ce début de voyage au Paraguay dans l'histoire des musiques et des luttes. Nous te retrouvons dans quelques instants pour le deuxième interlude. Mais comment ne pas parler des hockeyeurs gays du moment? Heated Rivalry, Dave Frey, la chronique, et Axel débrief avec nous cette première saison si hot. Et c'est contre nature. Et oui, c'est Let's Be Queer. Hello Dorian, écoute, ça fait un petit moment que je voulais te demander, mais accepterais-tu de venir dans mon cottage? Alors, oui, attends. Je regarde mon agenda. Alors attends, je regarde ça. Demain, peut-être? Écoute, c'est parfait, comme ça on pourrait jouer au hockey, comme au bon vieux temps, ou plutôt comme dans Heated Rivalry, la nouvelle série queer phénomène canadienne. Produite par la plateforme de streaming Crave et diffusée à l'international vers HBO Max, le dernier épisode vient tout juste d'être diffusé la semaine passée. De quoi ça parle? Il s'agit de l'adaptation d'une série littéraire de l'autrice Rachel Reid, où l'on y suit deux joueurs de hockey de haut niveau. Le Canadien Shane Hollander et le Russe Ilya Rozanov, qui en plus d'être rivaux sur la glace, sont également amants dans les vestiaires. Jusqu'ici, rien de bien nouveau à l'horizon, une romance sous tension comme il en existe tant. Pourtant, la série est un véritable raz-de-marée, raflant les prix et les cœurs d'un public de plus en plus vaste jusqu'à s'installer dans le salon de nos amis hétéros. Pourquoi? Tout d'abord, les livres dont la série a été adaptée étaient déjà extrêmement populaires, notamment auprès des femmes. Les attentes et la hype étaient donc élevées. Ensuite, il y a bien évidemment le cast. Nos deux héros principaux sont de pures bombes esthétiques, dignes des plus belles statues grecques triomphantes dans les musées. Sur une note plus sérieuse, c'est aussi et surtout le traitement des personnages et de leurs relations. Dans Heated Rivalry, si l'histoire d'amour de Shane et Ilya est impossible, ce n'est pas à cause d'eux, mais de la société. Au diable les red flags et les profils toxiques, ici nous avons deux âmes sœurs dès le départ, qui doivent faire face à la dure réalité, celui du milieu sportif professionnel. Ce dernier est connu pour son homophobie ambiante et le hockey sur glace est l'unique sport qui, jusqu'à ce jour, n'a connu aucun coming out officiel d'un joueur pro. S'ajoutent à cela les différences culturelles et de classe sociale. Shane représente le Canada progressiste et il y a la Russie conservatrice. Pourtant, c'est Shane qui a le plus de mal à aborder et à accepter sa sexualité. Un paradoxe subtil mais pas anodin, représentatif de l'état actuel des choses, où il ne suffit pas d'être réformiste pour éveiller les consciences. Enfin, le sens du détail apporté à la sensualité et à la tendresse. Oui, il y a beaucoup de sexe et de nudité et nous sommes bombardés de fesses et d'abdos tous les quarts d'heure. Pourtant, ce n'est pas cela qui reste en mémoire. Ce sont les doux baisers, les petites caresses sur le visage, les regards passionnés, une tête qui se pose sur un torse, un sourire. La communauté gay a depuis toujours été associée à une sexualité crue, intense, provocatrice et donc dénuée de sentiments et d'émotions. Heated Rivalry rappelle à tout le monde que l'un n'empêche pas l'autre et ça fait un bien fou. L'unique bémol dont la série est victime est la tendance à la fétichisation des gays par nos amis femmes cis-hétéros. C'est une pente glissante où la frontière est très fine, je l'admets, mais il est bon de rappeler que l'homosexualité n'a et ne sera jamais quelque chose de tendance ou qui peut servir de faire valoir. Sur ce, allez streamer en masse cette pépite et enfilez vos patins à glace, car une saison 2 et 3 ont déjà été commandées.
Merci Axel et rendez-vous le mois prochain. Je crois que tu parleras d'un film passé par Cannes. Toujours plus gore s'engage dans sa deuxième partie de programmation et le Nutri-Score D et E, donc le plus gore. Nous voulions tout de même revenir sur notre séance nécrophile du mois de février, sans oublier de vous donner quelques clés sur le slasher ce mois-ci, ce sous-genre de l'horreur qui n'a pas toujours existé sous cette forme. Et nous avions le bonheur de proposer le jeudi 19 février au Reflet Médicis une belle séance de Saint-Valentin. Quel bonheur de faire découvrir Nécromantique 2 de Jörg Buttgereit, un film romantico-nécrophile, on peut le dire, où le sexe se mêle au sperme et au sang. Juste avant l'avant-première du court-métrage Hôtel Acropole de Sarah Lasserie avec Judith Zins, un couple dans un hôtel une nuit et une relation sexuelle torride. La femme enceinte arbore une étrange fissure, le corps féminin comme sujet essentiel de la réalisatrice. Et un film résolument sensoriel. Et nous avions le grand plaisir de recevoir la réalisatrice au micro de Juliette Moncuy de Toujours Plus Gore. Merci donc pour la technique à Max Corbet et Mathilde Costroy, ainsi que toutes les équipes du Reflet Médicis. Bonsoir Sarah Lasserie. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour l'avant-première d'Hôtel Acropole, ton court-métrage. Pour commencer un petit peu la discussion, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce court-métrage, de quand vous l'avez tourné, pour poser un peu le contexte? Oui, alors on l'a tourné déjà il y a presque 2 ans. Quand donc l'actrice principale, Judith Zins, était enceinte de 8 mois. Et en fait, j'avais réécrit le film presque par rapport à ça. Le contexte... Enfin, j'avais commencé à écrire le film il y a 12 ans. Ah, waouh. Donc, il avait bien mariné, disons, longtemps. Mais c'était clair pour moi. Je savais que j'avais peu de temps, que j'avais peu de budget. Et je voulais faire un film avec 2 comédiens dans un lieu unique, le temps d'une nuit. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a la pluralité de une action, un temps, un lieu. T'as tout de suite pensé à Judith pour le rôle, puisqu'elle avait déjà joué dans ton film La Verrue? Tout à fait. En fait, Sébastien Aubagny et Judith Zins jouaient dans mon court-métrage précédent. Et c'est vrai que j'avais senti un lien, une connexion entre eux. Ils jouaient un couple qui symbolisait d'une certaine manière mes parents. Et c'est vrai que le film était plus centré sur l'enfant. Donc j'ai voulu retravailler avec eux pour approfondir leur relation et l'emmener justement à un endroit plus intime et de pouvoir vraiment aussi faire un film où le travail sur le corps était omniprésent. Ok, oui. Est-ce que justement, parce que tu me disais que ça faisait 12 ans que tu avais ce film en tête, est-ce que dans la première version de scénario, elle était enceinte, ton personnage principal? C'est drôle, non, mais moi j'étais enceinte en l'écrivant. Okay. Donc c'est pour ça que je fais le lien maintenant, parce que je me dis finalement, peut-être que je sentais quelque chose. Mais non, à la base, le personnage n'était pas enceinte et Judith m'a appelée quelques mois avant la date de tournage approximative, un peu effrayée en me disant il faut que je t'annonce quelque chose. En fait, je serai enceinte. Enfin, je suis enceinte et je le serai pour le tournage. Et en fait, quand elle me l'a dit, j'ai trouvé que c'était incroyable et que ça apportait une dimension tellement plus forte au film. Et donc, j'ai tout réécrit autour de ça. Et ça a été une chance, en fait. Dans les années 1970, le méchant du film policier ou d'horreur est bien souvent relativement intelligent. Il a une conscience, un minimum de ce qu'il entreprend. Il se démarque légèrement de figures de méchants comme Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, qui se rapproche pour le coup de la figure de l'étranger. Là, nous sommes dans des territoires considérés comme civilisés, avec ainsi des personnes qui ne déborderaient pas initialement, qui ne sont pas des territoires isolés. L'exemple parfait, c'est Le Monstre du Train, un film de Roger Spottiswoode de 1980, où le tueur se venge d'humiliation vécue plus jeune. Un jeu de dupes et de masques qu'il aime et qu'il souhaite le plus perturbant et divertissant. Le tueur a une réelle motivation, il décide de se venger dans ce train qui est marqué par une frénésie de meurtre. C'est ce qu'on appelle le splatter. C'est une période assez courte qui n'a pas réellement marqué la production car elle était davantage contrôlée. En effet, paradoxalement, nous pourrions aisément voir ces films comme des œuvres, alors je mets des guillemets, calmes. Les meurtres sont pensés, la boucherie n'est pas réellement présente. Toutefois, ce sont des films et ce sont des œuvres qui, par leur meurtre, conscientisés, sont marquants, car ils légitiment d'une certaine manière leurs actes et les actes que l'on voit dans ces films. C'est davantage la période politique suivante qui marque les esprits et qui va opérer un changement drastique dans la figure du méchant dans l'industrie cinématographique. Avec l'arrivée du réactionnaire Ronald Reagan à la tête des États-Unis, il faut casser l'image du psycho-killer qui tue avec des raisons précises. Il faut aller vers un criminel plus nébuleux, qui tue sans réelle logique. Et justement, les années qui suivront vont voir la naissance du néo-splatter, le slasher.
Selon un chercheur, Julien Bonneau, en l'occurrence, ce nouveau type de tueur se différencie par l'assouvissement pur des fantasmes du bourreau, pour aucune raison et pour répondre à une forme de morbidité. Michael Myers tue sa sœur et devient l'un des grands serial killers du slasher, encore maintenant, 50 ans après le premier film. Il tue frénétiquement. Ça change tout et ça plaît au public qui en redemande. Il faut donc trouver ce subterfuge, masquer l'individu, créer une identité divine. Il est intouchable, il n'est pas humain d'une certaine manière, ses pulsions ne sont aucunement celles des autres, c'est l'autre avec un grand A. Carpenter, avec son premier volet des aventures de Myers, La Nuit des Masques en 1978, décide d'aller dans ce sens, mais d'une certaine manière est un peu plus malin que les autres. Il laisse le doute à chaque fois, comme les réalisateurs qui vont suivre. Myers ne meurt jamais. Selon Carpenter, le mal ne meurt donc jamais et fait partie intégrante de la vie et de son œuvre, et de toutes ses productions, à l'instar de Cronenberg et son Tom Stall dans History of Violence. À la place de proposer un personnage tueur bien plus flou, il décide d'aller vers une figure symbolique, le mal dans sa forme la plus large et contemporaine. 45 ans plus tard, David Gordon Green conclut sa trilogie Michael Myers avec Halloween Ends, où le tueur est enfin tué par Laurie Strode, joué par Jamie Lee Curtis, tenace héroïne de façon presque drôle, comme pour symboliser la bêtise, selon moi, des productions qui tuent un homme masqué, censé représenter un mal inné. Il donne enfin une fin au goût insupportable, essayé pour répondre à la demande et à la critique de donner une fin au mal. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Et pour la suite, on se donne rendez-vous le vendredi 27 mars pour notre nouvelle séance Rape and Revenge pour découvrir ou redécouvrir le film de Virginie Despentes et Coralie Trinity, Baise-moi, en 35 mm dès 19h30 au Luminor Hôtel de Ville. Cette séance exceptionnelle sera suivie d'une table ronde en présence notamment de Valérie Rey-Roberts, essayiste, qui a travaillé sur la culture du viol. Et on enchaînera à 22h15 sur L'Ange de la Vengeance, un classique d'Abel Ferrara, une séance unique en France qui sera notamment présentée par son réalisateur. Et je te laisse donc enchaîner, Paul, sur ta deuxième interlude musicale. Continuons notre exploration donc du Paraguay avec Maneco Galeano, connu sous son nom de scène Félix Roberto Galeano Méliès. Né à Puerto Pinasco en 1945, il passe ses jeunes années à Buenos Aires où il se forme musicalement et fonde un ensemble orchestral avec d'autres jeunes paraguayens. Puis de retour à Asunción, fonde avec d'autres artistes la Joven Alianza, un projet créatif qui sera réprimé par la dictature. Entre 60 et 77, il compose certaines des œuvres les plus emblématiques du mouvement de la Nueva Canción Paraguaya, mêlant poésie, engagement social et influence populaire. Après une période de retrait pour se consacrer au journalisme, il revient à la composition en 80 et remporte notamment le 2e prix du festival Yipacari avec Poncho de Sesenta Listas. Il meurt la même année à 35 ans des suites d'un cancer du poumon. L'une de ses chansons les plus connues, Despertar, qu'on peut traduire par se réveiller en français, invite très littéralement son auditoire à l'éveil à la fois spirituel et social, en appelant chacun à prendre conscience de son rôle dans le monde, mais aussi de la violence inhérente à la société paraguayenne, dont les guitares sont apparemment tachées de sang. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento y de la quimera canto y pensamiento. Va naciendo el hombre, surco de su tiempo. Y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azares. Après le sulfureux Pillion, notre carte blanche ce mois-ci voulait s'intéresser à Las Corrientes, ou quand une femme développe une phobie de l'eau et tente de garder une vie conjugale fonctionnelle, ou surtout quand santé mentale et vie intime s'entrechoquent.
Gracias por venir, ¿Qué tal? Pour ce troisième long métrage, la réalisatrice dépeint une intrigue qui oscille entre silence, angoisse vécue par le personnage. On suit Lina, une étoile montante de la mode, dans un quotidien qui a l'air de l'étouffer à travers ses bruits assourdissants et ses regards qui dissèquent chaque parcelle qui construit ce qui l'entoure. Pardon, excusez-moi. J'ai détesté le film, c'est pour ça me met trop d'émotions. Le film va chercher dans les tréfonds de son existence en soulignant chaque détail qui compose sa vie, son entourage et ses visions. Il va mettre en place un fil de narration qui oscille entre beauté luxuriante, tension invisible, respiration allaitante. On se retrouve dans la suspension de son esprit dans laquelle elle nous guide afin d'explorer au mieux l'environnement dans lequel elle vit, ou plutôt où elle survit, sans jamais nous donner les réponses à ses propres luttes intérieures. Je laisse les garçons nous donner leur avis. Je sens que Victor a adoré. Victor, dis-nous tout. Oui, je trouve que c'est un film assez intéressant, comme tu le disais, sur une espèce de shift psychique d'une protagoniste dont on partage toutes les perceptions et donc toutes les projections mentales, c'est-à-dire que dans la mise en scène de la cinéaste, il y a toujours un doute sur la réalité ou non de ce qui apparaît à l'écran, et effectivement sur ce qui pourrait être assez vite diagnostiqué comme un épisode dépressif. En fait, on va jamais poser de diagnostic. En tout cas, le film a jamais une démarche thérapeutique ou quoi, ce qui est déjà, je trouve, une bonne manière de l'approcher. En fait, à la place, on va surtout se focaliser sur ce truc de déréalisation qui est avant tout une sorte de questions de mise en scène, puisque c'est un bouleversement des perceptions, une sorte de dissociation du corps de cette protagoniste avec son esprit, qui va donner tout un tas de moments de bravoure, je pense, qui pris un par un, donne des scènes assez fortes au film, dont on pourra peut-être parler après. Et voilà, et c'est avant tout cette déréalisation, je trouve, est prise comme une question de mise en scène avant toute chose. Ouais, mais moi je suis très curieux de savoir, parce que nous on a un petit peu parlé avec Paul et Victor avant, et justement Aliette nous a surpris en nous disant que tu n'avais pas du tout aimé le film. Parce que je rejoins Victor, je rebondis après à ce que tu diras, parce que très curieux de ton avis. Je suis désolée, je l'ai pas aimé. Mais en fait, je vais vous donner mes raisons. Déjà, c'est un très beau film, il est hyper contemplatif. On suit quand même un fil conducteur autour de ses angoisses et de ce qui la traumatise par rapport à cette peur immense de l'eau. Mais en fait, moi je m'ennuie. Je me suis ennuyée devant. Je l'ai trouvé lent. Je comprends la lenteur et en choix de mise en scène, c'était hyper important pour le film. Mais en fait, tu perds vachement le spectateur si c'est pas un public qui est amené à ce type de film d'auteur. Et surtout que je trouve personnellement que malgré qu'il y ait beaucoup de silence, en fait, au début, tu te poses trop de questions et c'est des questions en fait qui te sortent un peu du film. Et donc moi j'ai pas trop apprécié mon visionnage. Quand tu dis des questions qui te sortent du film, il y a trop de questions qui sont peut-être pas résolues et qui t'embrouillent peut-être dans... Bah ouais, moi j'ai trouvé personnellement, et en fait ça m'a trop sorti de mon visionnage. J'étais en mode mais en fait je comprends pas où on va. Mais après, est-ce qu'on est vraiment obligé de savoir où on va ? Non, jamais. Mais... Est-ce qu'elle sait vraiment où elle va, elle ? Bah elle a pas l'air. Peut-être que c'est bien, non ? Oui, non, mais après heureusement que tu te questionnes sur le fait que pourquoi elle a peur de cette eau, et du coup ça te tient quand même en haleine dans le film, mais au bout d'un moment t'es un peu en mode est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus ancré dans la réalité s'il vous plaît, parce que moi ça me perd trop. Je trouve que justement, pour rejoindre ce que disait Victor, il y a un truc pour le coup c'est peut-être du vécu personnel, mais je trouve qu'il y a un truc assez beau dans le film, c'est que au début j'ai un peu rigolé, j'avoue, mais il y avait un vrai truc, non mais c'est vrai, j'étais un peu en mode je n'y crois pas. Mais peut-être que ça c'est juste un réflexe de protection, où je me suis dit mais c'est pas possible, frérot, t'as pas à être phobique de l'eau. Et à un moment je capte que tous les moments, comme je trouve que le mot bravoure, les moments où justement elle se rebaigne, elle se lave le visage, etc. Au début j'en rigolais, et puis plus le film évolue dans ma tête, plus je me dis mais attends, mais effectivement en fait le film est assez fort, parce que, et là je rejoins encore une fois Victor, en fait je ne fais que répéter ce que dit Victor, parce que je trouve que t'as influenceur, Victor. Oui, mais tu devrais être influenceur, je le dis. Et peut-être faire un remake avec de la San Pellegrino et de la Badois, je pense que ça fait une idée. On n'est pas payé par les marques. Non, par contre, moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'effectivement, ça ne pose pas de diagnostic. Et là, c'est peut-être mon côté. Je vois que Paul qui vacille. Non, moi, c'est un film, j'ai vraiment une bonne surprise, mais moi, justement, je trouve que c'est un film qui donne trop de réponses. Ah ouais. Pour moi, c'est un film qui, dans sa dernière partie, que je trouve vraiment assez réussi avant ça, tranche et va vers la voie de la psychologisation. Je peux rien révéler, mais qui fait apparaître un personnage qui d'un coup pour moi fait pâtir le film, et d'un coup qui révèle que tout ça n'est qu'un dispositif d'écriture un peu lourd, ce qui a précédé, et d'un coup je trouve que le film, mine de rien, même il a un peu la main lourde parfois sur le symbolisme, sur des effets sonores. Je suis grave il y a d'accord. tout un truc avec un moment une tablette qui fait des bruits de jeux vidéo. Je trouve il y a des J'aime effets. beaucoup cette scène, je le compte dans les moments de bravoure, tu vois. Moi je trouve ça trop, pour moi le film est
est vraiment meilleur dans les scènes qui jouent de son épure, et je trouve pour le coup vraiment passionnant dans le décentrement du regard qu'il opère, je trouve. Ouais. J'ai l'impression que tout le parcours de ce personnage, c'est de regarder les autres, et les meilleures séquences pour moi, c'est les séquences où le film s'abandonne, quand elle disparaît dans ce building de son travail, carrément. qu'elle va voir des gens qui jouent de la musique, ou la scène du phare qui a déjà été pas mal discutée, qui ressemble un peu à la fin de l'éclipse d'Antonioni, où d'un coup on abandonne justement la narration. Et moi je trouve que c'est les meilleurs moments, et justement cette dernière partie me dérange un peu pour le retour de la narration, justement. Et justement, je vois ce que tu veux dire avec un personnage qui intervient et puis des sortes de résolutions d'intrigue qui, en gros, recentrent le récit sur une forme d'angoisse chez le personnage de la maternité, on peut, je pense, le dire. Mais oui, tu vois, et justement, j'aurais tendance à sauver ces résolutions-là par le fait qu'au contraire, elle va complètement ouvrir son champ de perception et d'ailleurs, justement, essayer presque de faire honneur à cet état de déréalisation dans lequel est son personnage, justement parce que ça lui donne cette possibilité de se projeter vers l'autre, de voir donc effectivement depuis un phare toute une ville dont elle aperçoit tous les personnages un à un, et c'est vrai que c'est une scène quand même assez magnifique. Mais moi je trouve pas que 5 minutes de poésie comme ça pure. Mais moi je trouve pas que ça résout tant que ça en fait quand d'autres personnages apparaissent. Au contraire, moi je trouve que ça écrase encore plus ses angoisses, et ça en fait même je trouve ça l'ancre en plus dans son rôle de mère, dans son rôle de femme, à quelle place elle se met. Et du coup, je trouve que justement, ça appuie encore plus sa charge mentale, et donc ça appuie encore plus sur ses angoisses. Je trouve qu'en fait, elle respire pas à cause de ça. En fait, elle est écrasée par tout ça. Donc moi, je trouve que ça résout pas du tout. Après, c'est peut-être parce que je suis la seule femme autour de ce plateau et que je comprends ces questions-là, mais moi, je vous le dis, pour moi, ça ne résout pas. Enfin, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'effectivement, je vois l'heure tourner. Et surtout, je pense qu'il faut que nos auditeurs aillent voir le film. Il est sorti mercredi dernier avec du Lac Distribution. Et je mentionne aussi, parce que tu parlais de maternité, et je pense que c'est quand même assez cool de pouvoir rattraper Salve Maria, qui est un autre film de Dulac qui est sorti en août dernier, qui n'a pas eu malheureusement une très bonne sortie, qui est sur Canal, et qui pour le coup parle de comment on appelle ça, des pulsions, des phobies d'impulsion, phobies d'impulsion liées à comment dire, une maternité et à l'enfant que porte cette femme, qui peut donc peut-être aussi fonctionner peut-être comme un diptyque, je ne sais pas, à suivre. Et je laisse la suite à Victor de nouveau, qui ce mois-ci donc reçoit Valérie Carnoy, le réalisateur de La Danse des renards, qui est sorti mercredi dernier avec Jour de fête. Drama is life, with the dull bits cut out. Une chose que je trouve vraiment intéressante dans le film, c'est qu'il est toujours un petit peu à la lisière du film de genre. Toute cette histoire-là, finalement, contrecarre beaucoup, comme on le disait, les codes du film de sport. Enfin, c'est un peu l'anti-Raging Bull, quoi. Est-ce que ça a compté, ces films de boxe un peu canoniques, ou est-ce que justement vous êtes allé trouver d'autres choses C'est marrant. Par rapport à Raging Bull, oui, il y avait une idée de contrecarrer, on va dire, la codification du film de boxe. Donc là, dans La Danse des renards, les combats ne durent jamais plus de 2 minutes. La narration du combat n'est pas spécialement importante. Ce qui importe, c'est vraiment les émotions qui vont se développer pendant le combat, le psychologique, comment Camille, le héros, gère sa douleur, cette douleur qu'il ne comprend pas. Donc ça, c'était le plus important. Et puis comment il gère ses nouvelles peurs et son stress, son angoisse. Donc on est à l'opposé du film du héros qui doit vaincre et qui doit gagner, avec de très très longs combats par lequel on va passer par plein de moments de stress, de up and down. Mais par contre, il y a eu un film de boxe qui nous a beaucoup plus inspiré, c'est le film de Kitano, Kids Return, parce que on est de nouveau dans cette dualité, donc cette amitié, et d'un coup, cette amitié, elle va rencontrer la boxe. Ces deux talents qui vont se générer, un qui va avoir vraiment du succès, un qui ne va pas du tout en avoir, et donc cette amitié, ils vont se séparer, elle va se diliter, et on va retrouver cette amitié à la fin du film, et je trouvais ça beau. Cette idée que le sport peut nous diviser à certains moments, parce que le sport est malheureusement ultra compétitif, en tout cas on l'a rendu ultra compétitif, même dans des sports comme la boxe où au final on combat très peu. Ce n'est pas la réalité de ce sport, le combat, d'une certaine manière. La réalité de ce sport, c'est son entraînement, et c'est d'avoir un bon sparring partner, donc un ami qui vous permet d'évoluer et de grandir. Il y a aussi le film fantastique qui apparaît parfois par petites touches. On est toujours à la lisière de la forêt. Est-ce que ça vient d'un corpus de référence, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené à jouer comme ça avec les codes de certains genres ? Déjà, il y avait une volonté de ne pas faire un film qui est uniquement naturaliste et social. Donc dès le moment, j'avais donc envie d'amener un élément, en tout cas un élément qui allait me permettre de sublimer la mise en scène. C'est évidemment le renard.
qui est dans le titre du film. Et ce renard, évidemment, il me permet énormément de choses. Déjà, il me permet d'amener une tendresse, et puis il me permet aussi d'amener une certaine poésie brute, on va dire un lexique charnel de chair, de sang. Et évidemment, dès le moment où j'ai l'animal, j'ai la bête pour m'aider dans la mise en scène, je peux évidemment jouer avec les codes du cinéma et rendre cette histoire de temps en temps un peu plus fantastique, un peu plus étrange, un peu plus mystérieuse, et jouer avec la réalité et faire un film un peu plus, en tout cas selon moi, qui va me paraître plus singulier. Ça passe aussi par une mise en scène qui est toujours au gré du corps de ces personnages, quoi, plus dans la psychologie, alors que paradoxalement la psychologie a une grande place dans l'histoire. Mais voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de raconter de manière assez primordiale ces personnages-là par le mouvement de leur corps? Moi, j'adore filmer les corps. C'est un truc que je trouve passionnant. Parce qu'un corps, ça rougit, un corps, ça transpire, un corps, ça change de couleur, un corps, ça peut se tendre, se muscler, grossir, s'amaigrir. Donc un corps, c'est ultra cinématographique. Et dès ce moment-là, j'avais besoin, en tout cas dans mon histoire, de me donner l'occasion de filmer tous ces corps. Et j'ai choisi ce bel âge qu'est l'adolescence. J'ai fait en sorte de prendre des jeunes de 15 à 19 ans au maximum. Donc j'ai des corps qui ne sont pas encore adultes, donc des corps qui se transforment, des corps qui sont différents, avec des musculatures différentes, avec ce sport qu'est la boxe. Évidemment, ça me permet toute une panoplie de manières de filmer ces corps et d'offrir aux spectateurs quelque chose d'étrange, parce que de temps en temps, les corps adolescents sont étranges. Ils grandissent pas à la même vitesse et de la même manière et tout ça. Et d'ailleurs, justement, c'est pas un adolescent que vous filmez, mais un groupe d'adolescents qui se contredisent, s'entrechoquent parfois. Comment est-ce que vous avez... D'ailleurs, ils sont quasiment tous plus ou moins leur premier film, à part Samuel Kircher, qui a le rôle principal. Donc, comment vous avez composé ce groupe de jeunes boxeurs ? Déjà, comme tu dis, évidemment, la plupart, c'est leur premier film. La plupart sont des boxeurs. Et puis, ça a été, dès le moment où on les a mis ensemble, ceux qui avaient un peu d'expérience comme Samuel et ceux qui n'en avaient pas du tout, comme Faisal, par exemple, ça a été énormément de répétitions. Donc, on a quand même répété une vingtaine de jours, plus de 23 répétitions, je pense. Et on a pu revoir toutes les scènes du film. Donc, évidemment, le dialogue du film, le langage du film a évidemment changé à travers leur bouche parce qu'ils se sont réappropriés le texte, ils l'ont modernisé et ils ont permis que ce film devienne un vrai film de groupe et surtout un film beaucoup plus nerveux parce que dès le moment où ça passe à travers leurs actions et leurs mots, le film change de vitesse et change de rythme. Et également, vous faites appel à un cast de second rôle, alors voilà, de comédiens qu'on a vus peut-être plus souvent, mais je pense à Raphaël Terry et Jean-Baptiste Durand, qu'on a vu d'abord séparément chez Guy Roddy, puis ensemble très récemment chez Julia Kowalski. Voilà, qu'est-ce qu'ils incarnent pour vous, ces comédiens-là Déjà, c'est des comédiens que j'aime. J'aime leur humanité, j'aime qu'ils sont dans la vie générale. Je suis un jeune premier auteur, donc évidemment, je me sens pas encore totalement légitime, et donc j'avais besoin de filmer des gens que j'ai en tout cas l'impression de connaître et que j'ai l'impression d'aimer. Donc ça, c'était déjà très important. Et puis j'avais aussi besoin d'acteurs qui ont des visages qui racontent quelque chose, étant donné que j'avais envie que mes jeunes comédiens, la jeunesse, ça soit quand même des visages assez angéliques qui vont se détruire au fur et à mesure du film. Un peu comme le temps abîmerait votre visage. Et moi, j'avais besoin que les visages, en tout cas de Jean-Baptiste, de Raphaël et même de Johan, racontent quelque chose et déjà un peu vécu, un peu pris le temps. Et donc, c'était important d'avoir des acteurs charismatiques, en tout cas. Merci Victor. Et donc on retrouve la Danse des Renards en salle avec Jour de Fête depuis mercredi. Et on remercie également son attachée de presse, Karine Durance. Et il est l'heure de la chronique philosophie de Paul Lanus. L'instant Filmosophie. Toujours le meilleur jingle. Je te jure, je suis marré à chaque fois. Bonsoir à tous. Alors voilà, moi ce soir j'ai une annonce. Dans une semaine, j'ai 25 ans. Putain. Un quart de siècle, les gars. Ça fait mal. C'est dur. Ça fait mal. Et du coup, comme sûrement beaucoup de gens à cet âge-là, j'ai fait un petit point, remise en question sur ma vie. Et j'ai réalisé deux choses. Déjà, je suis très content d'être là où je suis, donc ça c'est cool. Mais aussi, si je suis ici, c'est pas uniquement grâce à des grandes décisions réfléchies, c'est aussi à cause de plein de petits moments complètement imprévus.
Genre des choix qui me paraissaient totalement insignifiants et qui ont eu un effet boule de neige de fou, ou des rencontres totalement imprévues qui ont tout changé. Et ça me fait aujourd'hui me poser une question assez simple. Qu'est-ce qui, dans nos décisions de vie, vient vraiment de nous et quelle part vient du hasard ? Donc pour réfléchir à ça, on va se tourner vers un philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal, et on va voir comment ces idées se retrouvent aujourd'hui dans le cinéma. Alors, nous, on aime croire que nos vies, elles suivent un plan, que nos réussites viennent de notre mérite, que nos trajectoires sont le résultat de décisions rationnelles. Mais Pascal, lui, il décrit quelque chose de beaucoup plus instable. Le hasard joue un rôle immense dans ce que nous devenons. Et il résume ça dans une phrase qui est devenue célèbre. Si le nez de Cléopâtre avait été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. En d'autres termes, un détail minuscule peut transformer une trajectoire entière, et même celle du monde. Et ce vertige du hasard, le cinéma l'a parfaitement raconté déjà. Prenez le film Mr. Nobody, un film qui part d'un moment simple, mais extrêmement difficile à vivre, un enfant qui doit choisir avec qui partir après le divorce de ses parents. À partir de là, le film déploie plusieurs vies possibles, plusieurs trajectoires, amour, futur, tout ça pour nous montrer ce fait troublant, que nos vies tiennent parfois à un seul instant. On l'a tous déjà vécu, ce moment qui semble être un carrefour de vie entre deux décisions, et ce thème dans les films, on le retrouve souvent, notamment dans les films romantiques. Dans Before Sunrise, tout repose sur une décision minuscule, descendre d'un train ou rester à sa place. Dans La La Land, ce sont deux trajectoires possibles qui coexistent. Celle où l'amour fonctionne et celle où elle prend une autre direction. Et à chaque fois, c'est la même idée. Une rencontre, un choix et une histoire qui bascule. Et ce concept, un film récent qui a été oscarisé d'ailleurs, l'a poussé encore plus loin, dans Everything Everywhere All at Once. Soit on l'a détesté, soit on l'a kiffé. Moi, je l'ai kiffé. On fera un débat plus tard. Chaque décision ouvre dans ce film littéralement une nouvelle version du monde. Chaque choix devient une branche, un univers différent. Et donc, chaque possibilité existe quelque part dans l'univers et rend ainsi visible ce que Pascal pressentait. Notre vie actuelle n'est qu'une version parmi une infinité d'autres. Alors évidemment, nos choix comptent. Mais ce que Pascal nous montre, c'est qu'on ne maîtrise jamais totalement la trajectoire. Et donc, à force d'y penser, on pourrait se perdre, se demander sans cesse ce qu'on aurait dû faire autrement, imaginer toutes les vies qu'on n'a pas vécues, qu'on aurait pu faire. Mais du coup, moi je pense que la vraie réponse, elle est ailleurs. Peut-être que le bon choix, au fond, c'est pas celui qu'on aurait pu faire, celui qu'on aurait dû faire ou qu'on aurait préféré faire, c'est celui qu'on a fait, point barre. Parce que c'est le seul qui existe encore et on peut pas revenir en arrière. Donc, à l'approche de mes 25 ans, je réalise un truc assez simple. Si ma vie tient en partie au hasard, alors le mieux que je puisse faire, c'est d'avancer sans regret, parce que tous les choix qu'on fait sont les meilleurs qu'on aurait pu faire. Merci beaucoup, Paul. Et donc, je laisse l'autre Paul, son jumeau maléfique, faire... C'était pas prévu. L'interlude musical numéro 3. Et on va finir du coup cette exploration musicale en beauté avec Luis Alberto del Paraná. Né Luis Osmer Meza en 1926 à Altos, il se lance dès ses 18 ans dans la musique. Dans les années 50, il prend le nom de scène de Luis Alberto del Paraná et fonde avec Digno Garcia et Agustín Barbosa le trio Los Paraguayos. Soutenu par le gouvernement paraguayen, ils partent en Europe pour faire connaître la musique de leur pays. Et après la dissolution du trio, Paraná crée un nouveau groupe, Los Paraguayos, cette fois-ci avec son frère Reinaldo Meza, Rubito Medina et le harpiste José de los Santos González. Ensemble, ils enregistrent plus de 500 chansons, vendent 30 millions de disques et partagent la scène avec les Beatles ou encore les Rolling Stones. Le 15 septembre 1974, Luis Alberto del Paraná meurt à Londres à seulement 48 ans, victime d'un AVC. À Asunción, des milliers de personnes accompagnent son cercueil jusqu'au cimetière La Recoleta. Sa chanson Mi guitarra y mi voz incarne son amour du Paraguay et sa mission, parcourir le monde avec sa guitare et sa voix, tel un John Wayne de l'Amérique latine, pour partager la musique de son pays. Amor y pasión, romántica, heroica nación. Volando voy por este mundo a cantar. Profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión. Soldado del arte soy, frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver.
patria feliz, cumpliendo voy mi misión. Merci Paul pour ces très belles interludes musicales qui donnent déjà envie de découvrir le film dont tu vas justement nous parler avec un angle cette fois cinématographique. Présenté à la dernière Berlinale, Derrière les drapeaux, le soleil sortira chez Vrai Film mercredi prochain, le 25 mars, et décide d'imposer un sujet archivistique, la dictature au Paraguay entre 1954 et 1989. C'est la séance du mois de Paul Pinault. Et donc, changement d'ambiance, des 12 chansons pop que je vous faisais découvrir précédemment, il ne reste du Paraguay que des vagues sonores fantomatiques dans Derrière les drapeaux, le soleil. Les films fondés sur des archives ne sont pas rares, mais l'entreprise de Juanjo Pereira se confronte à un double défi, historique et esthétique. Il ne subsiste aujourd'hui qu'environ 120 heures d'images d'archives de la dictature de Stroessner, le reste ayant été perdu ou délibérément effacé, autrement dit, l'image manque. Le film se donne donc pour projet de fouiller toutes les formes visuelles disponibles, reportages télévisés locaux ou étrangers, images clandestines, pour tenter de redonner une incarnation à la violence politique. Mais dictature oblige, cette violence demeure largement hors champ, comme une vague rumeur. Pereira mise alors sur le seul outil réellement à sa disposition, le montage. Si le film peut parfois paraître appuyé sur ses effets un peu contemporains, notamment à travers ses nappes musicales dont je parlais plus tôt, il se révèle assez puissant lorsqu'il parvient à faire surgir de l'étrangeté à partir de simples plans saisis sur le vif, notamment lorsqu'il zoome à la recherche d'une émotion sur le regard indescriptible d'un jeune enfant pris dans la foule. À mesure que le film progresse, il semble d'ailleurs se délester de ce dispositif. Certains regretteront peut-être l'abandon de ce qui ressemblait d'abord à un certain ludisme antifasciste, mais c'est précisément là que le film gagne en modestie, comme si Pereira se retrouvait lui-même emporté par le rouleau compresseur de l'histoire et choisissait de laisser parler les archives dans leur intégrité. Ainsi, face aux reportages montrant des journalistes découvrant plus de 30 ans de dossiers administratifs qui contiennent les dernières traces de milliers de disparus, le geste le plus juste en fait consiste peut-être à ne plus monter, mais à simplement montrer. Devant la cruauté d'une telle histoire, la simple existence de ces images suffit à en imprimer l'abjection. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Et donc on est de retour dans Moviegoer pour notre dernière partie d'émission. Parmi les superbes dénicheurs en distribution cinématographique, il y a les films du Camélia et leur salle, le Christine les écoles. Et donc les films du Camélia, dès le 1er avril, ressort Le Fleuve de la mort, un film de Luis Buñuel dont vous parle aujourd'hui Victor Lepezan. El pueblo espera verme frente a frente con Rómulo, que es el último Menchaca. No quiero que vayas. Effectivement, ce mois-ci, on parle de Luis Buñuel, le cinéaste espagnol devenu mexicain connu pour ses saillies surréalistes et satiriques. De Buñuel, on connaît généralement très bien les chefs-d'œuvre précoces, Un chien andalou et L'âge d'or, et les chefs-d'œuvre tardifs en France dans les années 60-70, De Belle de jour au charme discret de la bourgeoisie. Or, le cinéaste est prolifique et travaille toute sa vie, notamment lorsqu'il devient la cible du régime franquiste pour la charge anticléricale et anti-bourgeoise de ses films. Il s'exile alors au Mexique en 1942 et il tourne une vingtaine de films en 15 ans. Parmi eux, il y a notamment beaucoup d'œuvres un peu plus méconnues, plus rarement visibles, dont Le Fleuve de la mort, sorti en 1955 et qui ressort en salle le 1er avril grâce au film du Camélia. Le Fleuve de la mort, c'est d'abord une commande du studio Clasa Film Mundiales pour qui Buñuel adapte un roman de Miguel Álvarez Acosta. Il s'intéresse à un petit village de l'état de Guerrero traversé par une rivière où deux grandes familles rivales, les Anguiano et les Menchaca, sont hantées par des désirs de vengeance. Une spirale de violence à laquelle tente de mettre fin notre personnage principal, Gerardo Anguiano, exilé en ville loin de la tradition machiste et sanguinaire. C'est une haine installée de génération en génération et dont on suit justement la généalogie sous forme de flashback où l'on creuse les conflits des parents de nos protagonistes contemporains. Et Le Fleuve de la mort, c'est donc une situation de tragédie shakespearienne dans un décor de western où Buñuel observe la société mexicaine, sa ruralité bourgeoise conservatrice et sa manière de ritualiser la violence et la mort. Contrairement à beaucoup de films du cinéaste, ça ne transite par aucun élément onirique ou même ironique. La forme est finalement plutôt classique comparée aux œuvres les plus iconiques du cinéaste. En fait, Buñuel semble ici mettre en scène une absurdité encore plus crue, celle de l'organisation au sein de la cité, de la violence puis du recueillement. C'est une question de temporalité puisque nos personnages se conforment à des codes d'honneur qui font advenir le duel par étapes. Et c'est aussi une question d'espace puisque ce village en carton-pâte distribue les lieux de la mise en rituel et donc de la mise en scène. Du bar à la place centrale en passant par les grands salons où l'on veille sur les morts, on a quasiment la géographie de Ford mais vidée de toute frénésie épique. Tous les meurtres sont des enchaînements de chutes désincarnées et des passionnés. Le symbolique
reprend ses droits grâce à cette rivière qui sépare le village de son cimetière, traçant une frontière physique entre les deux mondes, un fatum bien plus vaste que les rancœurs viriles auxquelles se prêtent les deux familles. Pour donner un autre comparatif, je ne serais pas étonné qu'Ari Aster ait vu le fleuve de la mort pour son Eddington. En tout cas, je vous invite fortement à aller profiter du fleuve de la mort de Louise Buñuel qui ressort sur grand écran le 1er avril. Merci beaucoup, j'ai très hâte de le voir. Et quoi de mieux pour clôturer notre émission que d'accueillir notre Alia fashionista qui est encore en train de prendre des notes. Après Le Diable s'habille en Prada 2 qui s'est peu à peu révélé dans une bande-annonce, mais d'abord par des images promotionnelles, c'est au tour de The Drama. Après Sick of Myself et Dream Scenario, Christopher Borgli revient avec son duo sulfuré Pattinson-Zendaya quand le marketing sert le doute et la tension totale, celle du film. Que s'est-il vraiment passé dans ce couple ? Give me a fucking Blonix. These guys weren't just after money anymore. Strike the pose. They were after fashion. Eh bien, merci Dorian. Bienvenue dans The Vamps Were Fashion, la chronique qui met le cinéma sur les divans et la mode aux commandes. Aujourd'hui, on parle tension amoureuse, latex luisant et rouge à lèvres qui déborde. Oui, je vous parle de la promo complètement barrée de The Drama, le nouveau film de Christopher Borgli qui sort le 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. Enfin si, peut-être un peu. Moi, je suis un peu perplexe parce que je me demande quel est le rapport avec la mode. Mon cher Dorian, j'espère que tu es prêt pour mon pamphlet, parce que cette promo, c'est un défilé, mais en version psychodrame. Ça fait longtemps qu'une campagne de film ne m'avait pas autant mis de frissons stylistiques. C'est camp, c'est sexy, c'est dérangeant. Bref, c'est tout ce qu'on aime quand la mode décide de faire du cinéma, et pas l'inverse. En couverture de Interview Magazine photographiée par la magnétique Nadia Lee Cohen, le duo d'acteurs apparaît méconnaissable. Latex seconde peau, rouge à lèvres ultra saturé, pose ambiguë, regard qui oscille entre amour fou et envie de meurtre poli. La direction artistique joue avec les codes de domination et les inverse avec un malin plaisir. Qui contrôle qui séduit, qui manipule. Les genres se brouillent, les postures se renversent et le couple semble en chute libre dans une atmosphère glacée, presque clinique, comme si l'amour était disséqué sous néon blanc. Et c'est là que ça devient brillant. Parce que cette promo, elle ne vend pas juste un film. Elle vend une tension, une sensation. Elle met en image ce que promet le titre, du drama, du vrai, du qui colle au doigt. On est entre la satire sociale et la romance toxique sous stéroïdes esthétiques. Alors tu me dis au final que c'est politique selon toi ? Mais évidemment, quand on joue avec les codes du genre, avec la mise en scène du pouvoir dans le couple, on détourne l'imagerie glamour pour la rendre presque inconfortable. On dit quelque chose. On parle de regard, de domination, de représentation et on le fait en talons aiguilles. Personnellement, j'ai trouvé ça hypnotisant, beau, presque inquiétant. Ça pitch parfaitement l'atmosphère qu'on imagine pour le film. Une comédie noire, stylisée, excessive, où l'amour n'est jamais tiède. Il est bouillant, il est sanglant. Et franchement, voir une promo qui prend des risques visuels, qui ose le bizarre, le théâtral, le camp assumé, ça fait du bien, non ? On sort du combo tenue noire et sourire crispé sur les tapis rouges, désolé les Césars. Alors oui, je cours en salle le 1er avril pour découvrir The Drama, pour voir si le film est à la hauteur de ses looks. Parce qu'au fond, la vraie question est là. Quand la mode fait autant de bruit, le cinéma suit-il ? Et merci Alia, merci à tous et toutes de nous avoir écoutés pour ce 7e épisode. On se retrouve toutes les 4 semaines, le vendredi à 19h et en rediffusion le lundi à 13h pour Moviegoer, l'émission qui décrypte le cinéma et plus encore sous toutes ses coutures. Merci Philippe Fischer, le chargé d'antenne, merci Antoine Gilbert, notre réalisateur, merci à notre invité Valérie Carnoy, merci aussi, foncez surtout en salle d'ailleurs, découvrir son 2e long métrage, La danse des renards avec Samuel Kircher chez Jour de Fête. Et merci à toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses, Victor Lepezan, Marie Lelouette, Alia Mamdan, Paul Lanus, Axel Filograna Decou, moi-même Paul Pinault et notre illustre présentateur Dorian Périgua. En attendant le retour de Moviegoer le vendredi 27 avril en direct, n'oubliez pas, 17 avril en direct, n'oubliez pas, l'art ne se vit pas seulement, il s'écoute. Merci à tous, merci Paul.